Avez-vous déjà pensé qu'un simple cahier oublié pouvait bouleverser tout ce qu'une famille croyait savoir sur son passé? En 1922, à Nantes, dans une maison bourgeoise tranquille, une jeune domestique arrivée depuis peu semblait n'avoir aucune importance. Mais un jour, une mélodie, un geste et une cicatrice ont réveillé un secret enterré depuis 18 ans. Ce que cette femme a découvert sur son origine a bouleversé toutes les certitudes de ceux qui l'entouraient. Et aujourd'hui, vous allez découvrir cette histoire dramatisada inspirée de notre réalité, où l'amour, la perte et la vérité se croisent d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne, laissez un j'aime et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo. C'est important, car ici, nous partageons des histoires humaines qui nous rappellent que même les secrets du passé peuvent éclairer notre présent. Sur cette photographie prise en 1922 dans le jardin intérieur d'un hôtel particulier à Nantes, on voit une table avec de la porcelaine au soleil, un buis taillé en cône et 3 figures principales. Madame Élise Montfort, en robe claire et ombrelle fermée. Claire, la fille officielle, un livre sur les genoux, et, un pas en arrière, la domestique en tablier simple, tête haute, regard calme, Rosalie. Ce que personne ne remarque dans ce cadrage pensé pour immortaliser l'éclat de la porcelaine et la prestance de la famille, c'est un détail troublant. Le poing de Rosalie repose sur le coin de la table, comme si elle connaissait cet endroit depuis toujours. Personne ne commente. C'est juste la domestique. Mais dans 18 minutes, vous comprendrez pourquoi Élise Montfort a pleuré pour la première fois en 18 ans en regardant cette main. Rosalie a 18 ans, en cette année 1922. Elle est arrivée 6 mois plus tôt par l'agence de domestique avec un dossier maigre. Bonne à tout faire, alphabétisée juste assez pour les listes et les messages, venus de l'intérieur de la Bretagne, élevée comme nourrice dans une maison de paysans, puis placée comme servante en ville. Elle porte un petit cahier dans les plis de sa jupe. Pas un journal intime, non. Un cahier de corvée. Polir l'argenterie le mardi, changer les draps le jeudi, noter les courses, s'entraîner à la calligraphie en recopiant les mots qu'elle entend. Les dimanches, sans s'en rendre compte, elle griffonne des syllabes d'une comptine qui habite son corps depuis l'enfance et dont elle ignore l'origine. Ce cahier deviendra la clé de tout. Mais pas encore. Dans cette maison bourgeoise de la rue Kervégan, Rosalie apprend vite. Trop vite. Elle sait lire l'humeur d'Élise au léger dévissement de l'éventail, anticipe l'heure du thé, ajuste le rideau contre la lumière oblique de l'après-midi. Étienne, le fils aîné de 20 ans, remarque l'oreille absolue de la jeune fille pour les sons de la maison, les verrous, les marches, les sifflets des bateaux sur la Loire. Claire, l'adolescente de 16 ans, se fascine pour le calme de la domestique et lui demande de l'aide au piano. Rosalie ne sait pas lire une partition, mais reproduit les passages de mémoire. Il y a quelque chose de familier dans la façon dont les mains de la jeune fille se posent sur le clavier de la vieille pièce héritée. Ce qui trouble Élise, c'est cette familiarité impossible. Une domestique de 6 mois ne devrait pas connaître la maison comme si elle y était née. Élise Montfort a 42 ans et une raideur apprise de sa propre mère. Garder les apparences, gérer la domesticité, visiter l'église en chapeau. Mais au fond, elle porte un deuil jamais dit. En 1904, juste après l'accouchement, elle a souffert d'une fièvre et d'un délire. Le nouveau-né a été emmené en urgence par une nourrice indiquée par la paroisse. On lui a dit, quelques jours plus tard, que l'enfant n'avait pas survécu. La famille s'est tue, son mari Armand Montfort a enterré l'affaire dans les voyages et les chiffres. La douleur, sans nom, a surgi dans les gestes. Une tendresse qui ne trouve pas de corps, une dureté hors de propos. Depuis 18 ans, Élise vit avec cette blessure invisible. Elle traite les autres domestiques avec une froideur parfois cruelle, projetant sa frustration. Elle contrôle chaque détail de la maison de manière obsessive, transférant son anxiété dans l'administration domestique. Armand ne parle jamais de 1904. Le deuil l'a isolé à l'intérieur même de son mariage. Parfois, en regardant Claire jouer du piano, elle ressent une jalousie silencieuse qu'elle déteste en elle-même.
Pourquoi une fille a vécu et l'autre non? Cette question l'empêche de dormir certaines nuits. Avec Rosalie, quelque chose est différent. Élise se surprend à être dure avec elle, plus qu'avec les autres, parce que la tendresse qu'elle ressent l'effraie. Un jour, alors que Rosalie plie les draps propres dans la buanderie, Élise entre pour vérifier le travail. Le soleil du matin traverse la fenêtre. Claire passe dans le couloir en sifflotant une mélodie. Une mélodie très spécifique, avec des mots en breton, que Claire a entendus de sa mère quand elle était petite. Du corridor, sans réfléchir, Rosalie complète la deuxième partie exactement dans le ton et le tempo. L'air change de poids. Élise, figée, sent son corps se souvenir avant sa tête. Cette comptine, elle l'avait inventée. Une nuit de 1904, dans le délire de la fièvre, pour calmer un nouveau-né brûlant. Ce n'était pas un cantique de prière ni une ronde traditionnelle. C'était une invention intime, chantée une seule fois avant qu'on ne lui arrache l'enfant. Comment Rosalie la connaît-elle? Les draps tombent des mains d'Élise. Rosalie se retourne, étonnée. « Madame Montfort ?» Élise ne répond pas. Elle sort rapidement, le cœur battant comme un tambour de guerre. Dans le salon, elle s'assoit et ferme les yeux. Impossible, c'est impossible. Mais cette mélodie résonne encore dans l'air, portée par la voix de Rosalie, et quelque chose en Élise commence à se fissurer. Quelque chose qu'elle avait mûré il y a 18 ans. Le silence pèse plus lourd que le bruit des métiers à tisser dans la ville. Ce soir-là, Rosalie range son cahier dans sa chambre sous les combles. Elle ouvre la page du dimanche, et comme toujours, elle écrit des syllabes isolées qu'elle essaie de se rappeler d'un temps nébuleux. Hortense. Mon. Lise. Des mots qui flottent dans sa mémoire sans contexte. Elle ne sait pas pourquoi elle les écrit. C'est comme gratter une démangeaison dont elle ne voit pas la source. En bas, dans le grand salon, Élise regarde par la fenêtre les bateaux sur la Loire et se demande si le destin peut être aussi cruel que de lui rendre ce qu'elle croyait perdu, ou si elle devient folle. 18 ans après, les jours suivants, Élise observe Rosalie avec une attention qui frôle l'obsession. Chaque geste, chaque mot, chaque silence. La façon dont la jeune fille coupe le pain le matin, comme si ses mains connaissaient le rythme exact. La manière dont elle arrange les fleurs dans le vase du vestibule. Toujours les mêmes combinaisons qu'Élise elle-même aurait choisies. Ce n'est pas de l'imitation. C'est quelque chose de plus profond, de plus troublant. Comme si cette fille portait en elle une mémoire qui n'est pas la sienne. Ou qu'il est trop. Pour comprendre ce qui se passe dans cette maison de Nantes en 1922, il faut revenir en arrière. À 1904, quand Élise avait 24 ans et attendait son 3e enfant. L'accouchement avait été difficile. La sage-femme, Madame Guérin, avait dû utiliser les instruments. Dans la fièvre qui avait suivi, Élise avait déliré pendant 3 jours. Elle se souvient de bras qui lui arrachaient de quelque chose, de voix qui chuchotaient que c'était mieux ainsi, que Dieu déciderait. Quand la fièvre était tombée, on lui avait dit que le bébé n'avait pas survécu. Pas de corps à enterrer. Pas de cérémonie. Juste un silence épais comme de la boue. Armand avait exigé qu'on n'en parle plus jamais. Dans les familles bourgeoises de province, on ne s'attarde pas sur les tragédies. On continue. On garde la tête haute. On va à la messe le dimanche. Mais Élise, elle, n'avait jamais pu continuer vraiment. Quelque chose en elle s'était cassé cette nuit-là. Elle avait appris à jouer le rôle de la matrone respectable. Mais à l'intérieur, elle portait un trou noir qu'aucune prière ne pouvait remplir. Parfois, la nuit, elle se réveillait en sursaut, certaine d'avoir entendu un bébé pleurer. Mais il n'y avait que le silence et le ronflement d'Armand à côté d'elle. Ce qu'Élise ne savait pas, c'est que dans les milieux bourgeois de cette époque, quand un accouchement tournait mal, quand une mère tombait malade, les familles avaient parfois recours à des intermédiaires discrets. Des femmes liées aux paroisses qui plaçaient les nouveau-nés dans des familles de paysans ou chez des nourrices de campagne. L'assistance publique gérait ces placements, mais il existait aussi des circuits parallèles, plus discrets, pour les familles qui voulaient éviter le scandale. Les registres de baptême de la paroisse Saint-Nicolas de Nantes contiennent des dizaines de noms d'enfants enregistrés avec des identités floues, des mères sans nom de famille complet, des parrains de convenance.
C'était le système. Personne n'en parlait, mais tout le monde savait. Un après-midi de mai, alors que Rosalie prépare la table pour le goûter, un accident domestique fait basculer tout. Elle retire un moule du four, mais le torchon glisse. Elle se brûle la paume de la main. Élise, qui passe par là, entend le cri étouffé. Elle court, ouvre l'eau froide, et en tournant la main de la jeune fille, voit quelque chose qui lui coupe le souffle. Une petite marque à la base du pouce, en demi-lune. Exactement la même cicatrice que la sage-femme lui avait décrite en 1904, quand elle avait expliqué que la graffe de la coiffe avait laissé une trace en tenant maladroitement le bébé. Élise vacille. Elle ne s'évanouit pas. Elle se reprend. Mais le monde vient de basculer. Ce soir-là, elle ne dort pas. Elle reste assise dans son lit, fixant l'obscurité, tandis qu'Armand dort profondément à côté d'elle. Cette cicatrice, cette comptine, cette familiarité impossible. 3 coïncidences, c'est trop. Mais comment vérifier? Comment poser la question sans passer pour folle? Et surtout, si c'est vrai, comment expliquer 18 ans d'abandon? Comment regarder cette jeune fille dans les yeux et lui dire « Tu étais ma fille et je t'ai laissé partir ». Élise commence à traiter Rosalie avec encore plus de dureté. Parce que la tendresse qu'elle ressent maintenant l'effraie au-delà de tout. Parce que si elle se laisse aller à aimer cette fille, et que ce n'est pas elle, la douleur sera insupportable. Et si c'est elle, la culpabilité sera pire. Rosalie ne comprend pas ce changement. Elle se réveille la nuit avec des cauchemars où des bras l'emballent et disparaissent. Elle a peur. Un plat cassé, un mot de travers, et elle pourrait perdre le seul toit qu'elle connaisse. Elle qui ne se sent à sa place nulle part. Pas paysanne comme les autres en Bretagne, pas bourgeoise comme les patrons. Coincée entre 2 mondes, invisible aux 2. Étienne, lui, observe les tensions. Il aime bien Rosalie. Elle est intelligente, discrète, et a une oreille musicale extraordinaire. Un dimanche après-midi, il la trouve dans la buanderie, son cahier ouvert sur ses genoux. Par-dessus son épaule, il voit les mots répétés. Hortense, Mon, Lise. Il fronce les sourcils. Pourquoi écris-tu ces mots? Rosalie sursaute, referme le cahier. Je ne sais pas, monsieur Étienne. Ils me viennent, c'est tout. Comme des souvenirs qui ne sont pas les miens. Étienne reste pensif. Le lendemain, il va voir sa mère. Mère, cette domestique, Rosalie. D'où vient-elle exactement? Élise se raidit. De Bretagne. Par l'agence. Pourquoi? Étienne hésite. Parce qu'elle écrit des mots étranges dans un cahier. Des fragments de noms, dont le vôtre. Élise blêmit. Montre-moi ce cahier. Non, mère. Si vous voulez savoir, demandez-lui vous-même. Ou mieux encore, allons voir d'où elle vient vraiment. Élise regarde son fils. Pour la première fois depuis des années, elle se sent vivante. Terrifiée, mais vivante. D'accord. Trouve où elle a été élevée. Je veux savoir. Étienne interroge discrètement Rosalie. Elle mentionne une vieille femme qui l'a élevée enfant, Mère Périne le Houérou. Elle vit maintenant dans un taudis de Lavandière, rue de la Motte Rouge. Le dimanche suivant, Étienne accompagne Rosalie en visite. Élise, de son côté, reste à la maison, le cœur battant, attendant ce qu'ils vont découvrir. Elle sait que quelque chose va se briser, ou se reconstruire. Dans les 2 cas, rien ne sera plus jamais pareil. Le silence de 18 ans commence à craquer comme une glace trop fine sur une rivière au printemps. Le taudis de la rue de la Motte Rouge sent le savon et le bois mouillé. Des cordes à linge traversent la cour intérieure, et des femmes aux mains rouges frottent le linge dans des bassines fumantes. Étienne et Rosalie montent l'escalier étroit jusqu'à une porte basse au 3e étage. Rosalie frappe. Une voix chevrotante répond. « Entre, petite. Mère Périne. » Le Houérou a maintenant 70 ans. Elle est assise près de la fenêtre, une couverture sur les genoux. Les mains tremblantes, mais les yeux encore vifs. Quand elle voit Rosalie, son visage s'illumine. « Ma petite, tu m'as manqué. » Rosalie s'agenouille près d'elle, lui prend les mains. « Mère Périne, voici monsieur Étienne Montfort. Il voudrait vous poser des questions sur mon enfance. »
La vieille femme regarde le jeune homme avec méfiance. Montfort? Comme la famille de la rue Kervégan? Étienne hoche la tête. C'est ma famille, oui. Perrine se raidit. Alors vous devriez savoir. Le silence s'installe, lourd. Étienne s'assoit sur le tabouret bancal. Savoir quoi, madame? Perrine regarde Rosalie avec une tristesse infinie. Tu ne lui as jamais dit, petite? Rosalie secoue la tête, confuse. Dis quoi? Je ne sais rien, mère Perrine. Vous ne m'avez jamais raconté d'où je venais vraiment. Perrine soupire. Parce que j'avais promis. À la dame pâle qui t'a apporté en 1904. J'avais promis de ne jamais parler. Mais maintenant que tu es dans leur maison, je suppose que le secret ne sert plus à rien. Elle se tourne vers Étienne. Votre mère, Madame Élise Montfort, m'a apporté un bébé une nuit de février 1904. Pas elle directement. Une intermédiaire, une femme de la paroisse qui faisait ce genre de choses. Mais j'ai vu la dame pâle dans la voiture, derrière. Elle tenait un mouchoir contre sa bouche et pleurait. L'intermédiaire m'a donné le bébé, enveloppé dans un lange fin qui sentait la lavande. Il y avait une pièce de monnaie cousue dans la doublure. Une pièce de 1904 avec le profil de Marianne. Et un bouton de nacre avec la lettre M gravée. Je les ai gardés dans une boîte de tabac pendant toutes ces années. Rosalie sent le sol se dérober sous elle. Quoi? Perrine continue, la voix tremblante. La dame pâle a chanté une comptine avant de partir. Une comptine étrange, pas une chanson traditionnelle. Quelque chose qu'elle avait inventé. Je m'en souviens parce que c'était beau et triste à la fois. Elle l'a chanté une seule fois, pour calmer l'enfant qui pleurait. Puis elle est partie, et je ne l'ai plus jamais revue. Rosalie est blanche comme un drap. Vous dites que cette dame était Madame Montfort? Perrine hoche la tête. Je ne suis sûre de rien, petite. Mais cette famille, ces gens chez qui tu travailles maintenant, ce ne sont peut-être pas tes patrons. Ce sont peut-être ta famille. Étienne reste silencieux, assimilant l'information. Pourquoi ma mère aurait-elle fait cela? Perrine hausse les épaules. Les raisons des bourgeois, je ne les connais pas. La honte, peut-être. La peur du scandale. Ou on lui a dit que l'enfant était mort et quelqu'un a menti. Dans ces milieux, beaucoup de choses se passent en silence. Les registres de la paroisse Saint-Nicolas sont pleins d'enfants sans vrai nom, placés chez des nourrices ou à l'assistance publique. Le curé de l'époque, le père Le Breton, fermait les yeux sur ces arrangements. C'était comme ça. Rosalie se lève brusquement. Je dois y aller. Elle sort de la pièce, dévale les escaliers. Étienne la rattrape dans la cour. Rosalie, attends. Elle se retourne, les yeux brillants de larmes retenues. Monsieur Étienne, si ce qu'elle dit est vrai, cela veut dire que votre mère m'a abandonnée, que j'ai grandi en pensant que personne ne me voulait, alors que j'avais une famille. Une vraie famille. Comment pourrais-je lui pardonner ça? Étienne ne sait pas quoi répondre. Il pose une main hésitante sur son épaule. Peut-être qu'elle ne savait pas. Peut-être qu'on lui a menti aussi. Ils rentrent à la maison en silence. Rosalie monte directement dans sa chambre sous les combles. Elle ouvre son cahier et regarde les mots qu'elle a écrits 100 fois. Hortense. Mon. Lise. Maintenant, ils ont un sens. Hortense, le prénom de la grand-mère d'Élise. Mon, pour Montfort. Lise, pour Élise. Ces fragments de mémoire n'étaient pas des fantômes. C'étaient des indices que son corps avait gardés, même si sa tête ne comprenait pas. Elle pleure en silence, la tête dans les mains, partagée entre la rage et l'espoir. La rage d'avoir été abandonnée. L'espoir d'avoir enfin une réponse. En bas, Étienne raconte tout à sa mère. Élise écoute, immobile, les mains serrées sur l'accoudoir du fauteuil. Quand il a fini, elle ferme les yeux. Je le savais. Quelque part, je le savais depuis le premier jour où elle est entrée dans cette maison. Mais je ne voulais pas y croire. Parce que si c'est vrai, cela veut dire que j'ai vécu 18 ans en pensant ma fille morte, alors qu'elle était vivante. Quelque part. Sans moi. Sa voix se brise. Comment est-ce que je vis avec ça, Étienne? Comment? Le fils regarde sa mère et voit pour la première fois la femme derrière la façade. Une femme brisée par le deuil,
le mensonge, et maintenant la vérité. Vous lui parlez, mère. Vous lui dites la vérité, et vous priez pour qu'elle puisse un jour comprendre. Élise hoche la tête lentement. Mais pas encore. Je dois d'abord être sûre. Complètement sûre. Parce que si je me trompe, je lui fais du mal. Et si je ne me trompe pas, je ne sais pas si elle pourra jamais me pardonner. Étienne quitte la pièce. Élise reste seule, regardant par la fenêtre les bateaux sur la Loire, et se demande si le destin peut être à la fois aussi cruel et aussi généreux. Cette nuit-là, personne ne dort vraiment dans la maison Montfort. Rosalie pleure sous les combles. Élise reste assise dans le salon, une bougie allumée. Claire, qui a entendu des bribes de conversation, est confuse et inquiète. Armand dort, inconscient de la tempête qui se prépare. Dans quelques jours, lors du dîner avec le client de textile, tout va exploser. La vérité enfouie pendant 18 ans va sortir. Pas avec des mots, mais avec une mélodie et une cicatrice. Et rien ne sera plus jamais pareil dans cette maison de la rue Kervégan. Le jeudi suivant, Armand Montfort organise un dîner pour Monsieur Leclerc, un important client de textile de Paris. Il veut montrer le bon ordre de sa maison, la respectabilité de sa famille. Élise porte une broche qu'elle n'avait pas mise depuis 1904, un camé avec un ruban bleu pâle. Tout le monde le remarque, personne ne pose de questions. Rosalie sert le dîner avec des mains tremblantes. Elle sait qu'Étienne a parlé à sa mère. Elle voit la façon dont Élise la regarde maintenant, avec quelque chose qui ressemble à de la douleur mêlée de tendresse. Claire est nerveuse aussi. Elle sent que quelque chose va se passer. Le dîner commence normalement. Soupe à l'oignon, rôti de veau, légumes du marché. Monsieur Leclerc complimente la cuisine, l'argenterie, les rideaux brodés. Armand est fier. Voyez, mon cher Leclerc, une maison bien tenue est le reflet d'une famille solide. Tout est à sa place ici. Étienne lance un regard à sa mère. Élise fixe son assiette, le cœur battant si fort qu'elle entend à peine la conversation. Rosalie reste dans l'ombre, comme toujours, remplissant les verres, débarrassant les assiettes. Invisible. Enfin, presque. Après le repas, Claire va au piano pour jouer un morceau, comme le veut la tradition. Elle commence un prélude de Chopin, mais ses doigts tremblent. Elle rate un accord, puis un autre. Dans le fond de la pièce, Rosalie, sans réfléchir, lève légèrement la main et touche le coin du piano. Un petit geste pour indiquer la correction. Exactement le même geste qu'Élise faisait avec ses enfants pendant les leçons. Le geste d'une mère qui enseigne. Monsieur Leclerc éclate de rire. « Ah, mais elle commande ici, cette petite. Vous avez une domestique bien éduquée, Montfort. Elle connaît même la musique. » Le temps se fige. Armand rit nerveusement. Oui, elle est bien formée. Mais Élise ne rit pas. Elle regarde Rosalie, puis ses propres mains, puis à nouveau Rosalie. Ce geste précis, qu'elle a fait 1000 fois avec Claire et Étienne. Un geste qu'on ne peut pas apprendre en 6 mois de service. Un geste qu'on porte dans le sang. Élise se lève lentement. « Excusez-moi, messieurs. » Elle traverse le salon. Chaque pas est une décennie. 18 ans de mensonges, de deuil, de silence. Elle s'arrête devant Rosalie. La jeune fille recule, effrayée. « Madame, je suis désolée. Je ne voulais pas. » Élise secoue la tête. « Montre-moi tes mains. » Rosalie hésite, puis tend ses mains. Élise les prend, les retourne, voit la petite cicatrice en demi-lune à la base du pouce. Ses yeux se remplissent de larmes. « Tu sais la comptine ?» demande-t-elle d'une voix brisée. Rosalie tremble. « Quelle comptine, madame ?» Élise commence à chanter, d'une voix douce et chevrotante, en breton. C'est la mélodie que Rosalie écrit dans son cahier depuis des années, sans savoir pourquoi. La mélodie qui lui vient la nuit, dans ses rêves de bras qui l'emballent et disparaissent. Sans réfléchir, elle complète la deuxième phrase. Les deux voix se rejoignent en harmonie. Le salon devient complètement silencieux. Armand est debout, blanc comme un linge. « Élise, que se passe-t-il » Élise ne répond pas. Elle tire Rosalie contre elle et l'embrasse. Pour la première fois en 18 ans, elle pleure devant des gens. Pas des larmes silencieuses de dame respectable, mais des sanglots déchirants de mère qui retrouve son enfant. Rosalie est d'abord rigide, puis elle s'effondre aussi.
Son corps comprend avant sa tête. Toutes ces années de solitude, de ne pas savoir où elle venait, de se sentir invisible, de ne jamais être à sa place. Tout prend sens maintenant. Claire se lève, couvre sa bouche avec sa main, les yeux pleins de larmes. « Maman, c'est elle? C'est le bébé de 1904 ?» Étienne hoche la tête doucement. Claire court vers Rosalie et Élise, les entoure de ses bras. « Ma sœur, tu es ma sœur. » Armand reste debout, figé, assimilant la vérité qu'il avait enterrée il y a 18 ans. Monsieur Leclerc, embarrassé, se lève discrètement. « Je crois que je vais vous laisser en famille, Montfort. » Il sort sans bruit, comprenant qu'il a assisté à quelque chose de sacré. Armand s'approche enfin. « Élise, c'est vraiment elle ?» Élise lève les yeux vers son mari, le visage trempé de larmes. Regarde sa main. Regarde cette cicatrice. Écoute cette comptine que j'ai inventée une seule nuit et que personne d'autre ne connaît. Regarde comment elle touche ce piano comme si elle avait appris ici. Oui, Armand, c'est notre fille. Celle qu'on nous a dit morte. Celle que j'ai pleurée pendant 18 ans. Elle est là. Elle a toujours été là, quelque part. Et maintenant elle est revenue. Armand se tourne vers Rosalie. Son visage est dur, illisible. Pendant un moment, la jeune fille pense qu'il va la chasser, la renvoyer d'où elle vient. Puis il fait quelque chose d'inattendu. Il enlève lentement sa veste de costume, la pose sur le dossier d'une chaise, et tend la main. Rosalie. Non, pas Rosalie. Quel est ton vrai nom? La jeune fille hésite. Je ne sais pas, monsieur. Le seul nom que j'ai jamais eu, c'est celui que mère Perrine m'a donné. Élise caresse les cheveux de la jeune fille. Alors tu en choisiras un nouveau. Un nom qui sera le tien. Cette nuit-là, la maison Montfort ne dort pas. Rosalie reste dans le salon avec Élise jusqu'à l'aube, parlant, pleurant, essayant de reconstruire 18 ans de vide. Élise lui raconte la fièvre, le délire, comment on lui avait arraché son enfant en lui disant que c'était pour le mieux. Rosalie lui raconte mère Perrine, la Bretagne, les cauchemars, les mots dans le cahier, la sensation constante de ne jamais être à sa place. Elle ne cherche pas à justifier, elle cherche juste à comprendre. Et lentement, avec les heures qui passent, quelque chose commence à se reconstruire entre elles. Pas une relation parfaite, pas un conte de fées, mais quelque chose de réel, quelque chose de possible. Les jours qui suivent cette nuit de révélation sont étranges. La famille Montfort n'organise pas de grande annonce. Pas de déclaration publique, pas de bal pour présenter la fille retrouvée. Ce serait du scandale, et les bourgeois de Nantes ne pardonnent pas les scandales. À l'extérieur, pour les voisins et les clients, Rosalie reste une domestique. Mais à l'intérieur de la maison, tout a changé. Élise réorganise discrètement la vie de Rosalie. Elle ne peut pas la traiter ouvertement comme sa fille, sans provoquer des ragots qui nuiraient à toute la famille, y compris à Rosalie elle-même. Alors elle fait ce qu'elle peut. Elle inscrit Rosalie à des cours du soir, au patronage de la rue Voltaire, où on enseigne la comptabilité pratique aux jeunes femmes. Elle augmente son salaire et ouvre un compte d'épargne à la Caisse d'épargne de Nantes à son nom. Elle lui donne des responsabilités dans l'administration de la maison, loin des salons, mais avec un pouvoir réel. L'achat des provisions, la gestion de la buanderie, l'embauche des couturières occasionnelles. Claire, elle, appelle Rosalie ma sœur quand elles sont seules. Le soir, après le dîner, elles montent ensemble au salon de musique et jouent à 4 mains. Rosalie apprend vite, son oreille absolue, compensant son manque de formation. Claire lui prête des livres, lui apprend les codes sociaux que personne n'enseigne aux domestiques. Elles rient ensemble en pliant les draps. Elles se confèrent des secrets. Une amitié se construit, discrète mais solide. Armand, lui, reste distant. Il accepte la situation parce qu'il ne peut pas la nier, mais il ne peut pas non plus l'embrasser pleinement. Trop d'orgueil, trop de peur de ce que diraient les autres notables. Mais il fait un geste qui surprend tout le monde. Il transfère à Rosalie l'administration complète de la buanderie familiale. Pas juste le linge de la maison, mais aussi le service de blanchissage que les Montfort offrent à d'autres familles bourgeoises. Un petit commerce discret mais rentable.
C'est un pouvoir pratique, économique, qui change le destin de Rosalie sans l'exposer socialement. Quelques mois après la révélation, Rosalie choisit un nouveau nom pour elle-même. Agnès. Ce nom lui est venu en relisant son cahier, où elle avait écrit 100 fois Lise, et en se souvenant du son complet qu'elle avait dû entendre bébé. Lise Agnès, Élise et Agnès. Deux noms qui sonnent ensemble, comme deux notes d'un même accord. Élise pleure quand elle entend ce choix. « C'est parfait, » murmure-t-elle. « Tu es Agnès maintenant, ma petite Agnès. Mais la vie n'est pas un conte de fées, la distance sociale ne disparaît jamais complètement. » C'est la France de 1922, avec ses codes rigides de classe. Certains voisins commencent à jaser. Pourquoi cette domestique a-t-elle tant de privilèges? Certains clients arrêtent de venir à la maison Montfort, gênés par les rumeurs. Armand doit gérer les questions, les regards en biais. Agnès, elle, porte cette ambiguïté douloureuse. Elle n'est plus vraiment une domestique, mais elle ne sera jamais vraiment une bourgeoise. Elle reste entre deux mondes, mais maintenant, au moins, elle sait où elle vient. L'année suivante, Agnès transforme la buanderie familiale en un petit atelier de repassage et de couture fine. Elle embauche 2 amies du patronage, des filles comme elle, invisibles, qui cherchent juste une chance. Elle embauche aussi Mère Perrine, maintenant trop âgée pour le travail dur, pour des tâches légères. Plier les mouchoirs, tricoter les boutons, raccommoder les ourlets. Perrine est heureuse de retrouver la petite qu'elle a élevée et de la voir enfin épanouie. Mais le corps de Perrine est usé par 70 ans de travail manuel. En janvier 1926, une pneumonie l'emporte en 3 jours. Agnès ferme l'atelier pendant 3 jours de deuil. Elle organise une messe en son honneur à la paroisse Saint-Nicolas, payée de sa propre poche. Le jour de l'enterrement, Élise vient. Elle se tient à côté d'Agnès devant la tombe modeste du cimetière de Miséricorde. Elles ne se touchent pas, les apparences doivent être maintenues, mais leurs regards se croisent. Élise murmure « Elle t'a sauvé quand moi je ne pouvais pas. Je lui dois tout. » Agnès hoche la tête, les larmes coulant silencieusement. « J'ai eu 2 mères. J'ai perdu l'une pour retrouver l'autre. Les 2 me manqueront toujours. Les années passent. L'atelier d'Agnès prospère modestement. Elle ne devient pas riche, mais elle a un toit, un revenu stable, et quelque chose de plus précieux encore. Une dignité. En 1928, elle emploie 4 femmes. Son livre de compte est impeccable. Les clients sont satisfaits. Elle a transformé sa douleur en projet. Ce qu'elle a vécu, l'abandon, l'invisibilité, elle refuse que d'autres femmes le vivent sans espoir de sortie. En 1934, pour le 30e anniversaire d'Agnès, Élise la convie au jardin où la photographie a été prise 12 ans plus tôt. C'est un jour de printemps. Le soleil filtre à travers les feuilles du marronnier. Élise sort un petit écrin de velours bleu. À l'intérieur, il y a le bouton de nacre avec la lettre M gravée, celui que Perrine avait gardé pendant 18 ans. Je l'ai récupéré après sa mort, explique Élise. Je voulais te le donner à un moment qui compte. Ce n'est pas une preuve pour le monde, juste un signe entre nous, pour que tu te souviennes d'où tu viens et de ce que tu as traversé. Agnès prend le bouton, le tourne dans ses doigts, puis elle sourit, un sourire triste mais serein. Je veux garder le tablier aussi, madame. Pas comme domestique, mais comme emblème, pour me souvenir du chemin parcouru. Élise hoche la tête. Tu n'es plus obligée de m'appeler madame quand nous sommes seuls. Agnès la regarde, des années de distance sociale encore présentes entre elles. Peut-être un jour. Pas encore, mais un jour. Cette photographie de 1922, avec Rosalie debout derrière la table, la main posée familièrement sur le coin, existe toujours. Elle n'est pas dans un musée ou une archive publique. Elle est dans le salon d'une petite maison près du Jardin des Plantes à Nantes, où vit aujourd'hui une arrière-petite-fille d'Agnès. Cette femme s'appelle Marie. Elle a 70 ans et elle connaît l'histoire par cœur. Sa grand-mère, Agnès, la lui a racontée avant de mourir en 1962. Quand Marie regarde cette photo, elle voit plus qu'une scène de jardin bourgeois. Elle voit une jeune fille qui ne savait pas encore qui elle était.
une mère qui avait perdu son enfant, et une vérité qui a mis 18 ans à sortir. L'histoire d'Agnès et Élise nous enseigne quelque chose d'essentiel, que les secrets finissent toujours par peser plus lourd que la vérité, que l'amour maternel ne meurt jamais, même après 18 ans de séparation, que la dignité ne vient pas de la naissance, mais de ce qu'on construit avec nos propres mains, que les femmes invisibles, les domestiques, les ouvrières, les oubliées, portent en elles des histoires extraordinaires que personne ne prend le temps d'écouter, et que parfois, une simple photographie peut ouvrir une porte vers un passé qu'on croyait enterré. Agnès n'est jamais devenue une grande dame de la société nantaise. Elle n'a jamais porté le nom de Montfort officiellement. Mais elle a vécu une vie digne, entourée de femmes qu'elle a aidées, dans un atelier qu'elle a construit de ses mains, avec un bouton de nacre dans sa poche, comme rappel de ce qu'elle avait traversé. Et chaque soir, avant de dormir, elle touchait ce bouton et pensait aux 2 femmes qu'il avait aimées, celles qu'il avait mises au monde et celles qu'il avait élevées. Les 2 étaient ses mères. Les 2 avaient fait ce qu'elles pouvaient avec les cartes que la vie leur avait données. Et Agnès, entre ces 2 amours, avait trouvé sa place. Pas celle que la société lui assignait, mais celle qu'elle s'était construite. Et c'était suffisant. Cette histoire fictionnelle inspirée de notre réalité nous rappelle que certaines vérités traversent le temps et les silences, que l'amour maternel, même étouffé par la honte ou la peur, trouve toujours un chemin pour se dire. Et que la dignité ne vient pas du sang ni des titres, mais du courage de se relever et de construire sa propre place dans le monde. Et vous, avez-vous déjà ressenti qu'un secret de famille pouvait peser sur plusieurs générations? Pensez-vous qu'il vaut mieux taire la vérité pour protéger, ou la révéler, même quand elle fait mal? Croyez-vous que les liens du cœur peuvent être plus forts que ceux du sang? Si vous êtes resté jusqu'à la fin, écrivez le mot « mémoire » dans les commentaires pour que je sache que cette histoire vous a touché. Dites-moi aussi de quelle ville vous venez, et si, dans votre famille, il existe une vieille histoire, peut-être oubliée, qui mérite d'être racontée. Cela pourrait inspirer nos prochaines histoires. Merci d'avoir partagé ce moment d'émotion. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, d'activer la cloche et de la partager à quelqu'un qui croit encore au pouvoir des vérités retrouvées. Et cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir une nouvelle histoire qui, comme celle-ci, parle de mémoire, d'amour et de courage.